Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Nous vous retrouvons pour l'émission du mois d'août. Nous sommes heureux nous serons 5 aujourd'hui à discuter avec vous. En tout cas, vous proposer une réflexion assez générale sur l'état de notre société. Et nous avons en petit fil rouge l'ouvrage de Monsieur Olivier Jean-Marie qui s'appelle Grand Thiers, Grand l'Esprit. Et il n'est pas encore arrivé, mais c'est lui qui viendra vous présenter son travail. Et autour de cela, de cet ouvrage, nous avons donc 3 invités qui vont discuter, critiquer et proposer leur vision de la société, leur vision de l'évolution de notre société. Voilà, ce sera donc une analyse ethno, socio, anthropo, tout ce que vous voulez, qui vous permettra peut-être de voir un peu clair dans la somme d'événements, de choses, de désordre aussi qu'on éprouve lorsqu'on essaye d'appréhender la réalité de notre société. Voilà, alors j'ai le plaisir de donc les saluer. Je vous les représente parce que vous les connaissez déjà en partie. Bonsoir Madame Valentin. Bonsoir aux auditeurs de Zouk TV. Bonsoir à l'émission Raison Pratique qui est toujours prête à nous amener à la réflexion, à l'analyse. Merci. Ensuite, vous avez eu l'occasion de voir Monsieur le Maître Dominique Monotuka à plusieurs occasions. Donc, il est là avec nous cet après-midi. Absolument. C'est un plaisir d'être à nouveau ici. Bonsoir. Bonsoir Juliette. Bonsoir, en fait, bien entendu, mes autres comparses. Et puis, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, nous avons eu une fois l'occasion de discuter avec Monsieur Jérémy Zéphir autour de religion, de la vision, ou en tout cas la représentation du Christ. Et aujourd'hui, il va nous en dire un petit peu plus. Donc, voilà, monsieur, donc, c'est bien Jérémy Zéphir, mais vous avez... Ouais, c'est Jean-Michel. C'est Jean-Michel. Voilà, et mon nom d'auteur, c'est Jérémy. C'est Jérémy, voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, il vous parlera en tant que Jérémy, parce qu'il est auteur et qui nous présentera ses ouvrages. Oui, bonsoir. Bonsoir, donc, Juliette, et bonsoir aux auditeurs de Zouk TV. Alors, on va faire un petit tour pour que vous disiez aux téléspectateurs sur quoi vous travaillez, parce que vous êtes tous occupés à chercher, à produire, etc. Sur quoi est-ce que vous travaillez, par exemple, vous, Jérémy, donc, qui est votre nom d'auteur? Dites le nom de vos ouvrages et puis leur thématique, si vous voulez. Voilà, donc, disons que je travaille déjà sur... à donner une autre vision du christianisme, en tout cas de la Bible, à tous les frères noirs, à toute la population noire, parce que durant des siècles, effectivement, il y a eu une vision donc qui était complètement erronée, je dirais, du noir à travers la religion, et pas seulement, les scientifiques de la colonisation également, mais disons que je m'attache à montrer que le noir n'est pas ce qu'on a prétendu qu'il était pendant l'esclavage. C'est resté effectivement dans l'inconscient collectif, je veux dire, dans la mesure où, même s'il y a eu abolition de l'esclavage, on a gardé dans cette société, je dirais, une image du noir qui est dégradante. Après 4 siècles et plus de culture occidentale, donc qui visait donc à rabaisser certaines races, et en particulier les Noirs. On s'imagine bien que c'est pas simplement le fait d'avoir aboli l'esclavage qui va changer les choses. S'il n'y a pas une contre-culture, je veux dire, qui vient donc remettre les idées en place, donc on va garder dans la mémoire collective des idées fausses qui vont engendrer tout le racisme qu'on a encore aujourd'hui
Donc, dans mes ouvrages, Jésus-Christ le Messie noir, je vais d'abord déjà remettre l'histoire, la véritable histoire de la Bible à sa place, la véritable place du noir aussi dans la Bible. Donc ça, c'est un titre. Donc, ça, c'est l'un des titres. Voilà, Jésus-Christ le Messie noir. Le Messie noir, d'accord. Voilà. Et j'ai eu l'occasion d'écrire un autre ouvrage qui s'appelle donc Les Réchappés de la Grande Tribulation, et qui est une comparaison entre la foi des esclaves noirs américains et celle des colons pendant la période de l'esclavage, puisque à travers les chants gospel, les Negro Spirituals, on voit qu'ils avaient une conception, je dirais, de la Bible qui était complètement différente de celle que les colons leur enseignaient. Donc, à travers ces deux ouvrages, déjà, je cherche à remettre en place. Donc la Bible est votre terrain de recherche. Voilà, tout à fait. D'accord. Et ces ouvrages, on les trouve en librairie? Alors, on les trouve à la librairie antillaise, et puis en général, c'est vrai que le plus souvent, c'est. Il faut passer par vous. Voilà, quand je fais mes conférences, des fois, que je les vends sur place. Oui. Oui, si vous voulez, s'ils veulent vous toucher, vous avez un téléphone peut-être? Oui, le 92 64 36, enfin 06 96 92 64 36. Donc deux ouvrages, Jésus-Christ, le Messie noir, et les réchappés de la Grande Tribulation. Donc il remet le travail, le terrain de recherche, c'est la Bible, et il revisite la vision qu'on en donne en Occident et l'accaparement aussi des personnages qui sont devenus tout blancs, alors qu'il a les moyens aujourd'hui de le prouver. Il a écrit 2 ouvrages à ce sujet qui montrent que les personnages bibliques qui sont les plus évoqués sont originellement des personnages noirs. Voilà. Dominique Monotuka, donc vous aussi, vous avez travaillé, vous avez un terrain de recherche, vous avez produit, commis des ouvrages. Absolument. Alors, comment résumer en fait, mon domaine de recherche? Alors, je dirais ça ainsi. Nous, les Noirs, ont été créolisés. C'est un terme que les colons eux-mêmes ont utilisé pour pouvoir dire, en fait, nous amener en fait, à adopter les goûts et les habitudes d'eux-mêmes, du colon. Bon. Et ça veut dire, en fait, c'est nous sortir de notre civilisation pour nous insérer dans la leur. Et donc, il disait, je dirais, ce transfert d'une civilisation à une autre, ils ont appelé ça nous créoliser et nous amener, en fait, à adopter les goûts et les habitudes du colon. Et passer d'une civilisation à une autre signifie, je dirais en termes d'image, changer de navire. Une civilisation, c'est un paradigme, c'est un système de pensée, c'est une qualité de relation entre les êtres humains. Et donc ça signifie en fait que, eh bien, en changeant de bateau, tout en gardant notre humanité, mais on change de bateau, eh bien, nous avons changé de paradigme. Hein. Et ça signifie concrètement que nous, dorénavant, depuis ce transfert, eh bien, nous vivons dans un système normé qui renvoie à la normalisation des valeurs en fait créoles. Et donc nous sommes dans ce système-là. Et ce système, bien entendu, ça se traduit en droit. Voilà. Quand vous dites qu'on a changé, ça veut dire qu'en fait, on nous a imposé. Oui, parce que voilà. Et c'est là où décider par soi-même voilà. Et puis se voir imposer, ça n'a pas... Exactement. Et c'est là où je veux en venir. Nous ne sommes pas sortis en fait de notre, je dirais, bateau civilisationnel pour passer à leur bateau de notre propre gré. Ils ont utilisé la violence. Et qui a été qualifié de crime contre l'humanité, de l'esclavage, de la colonisation. Ils ont utilisé le conditionnement, la manipulation, et finalement, ils ont pu, au fur et à mesure des générations, nous transmettre des données fausses sur ce qui nous sommes, des données fausses sur toutes les dimensions en fait sociales qui font la relation entre les êtres humains. Et à partir de là, ils nous ont appris en fait à raisonner faussement. Évidemment, si vous avez des données mensongères,
vous aurez beau chercher en fait à atteindre votre objectif, vous n'allez pas les atteindre parce que, en effet, les données qui vous permettent en fait de réfléchir, de raisonner, sont fausses. Et donc, c'est ça la créolisation. Et qui fait que, je me suis concentré sur cette recherche-là. D'abord, en fait, apprendre à connaître en fait leur paradigme, leur système, comment ça fonctionne et les valeurs en fait qui sont en soubassement, qui soutiennent, qui sont le fondement dans sa dimension juridique, pas seulement juridique, psychologique, dans toutes les dimensions sociales, mais surtout structurelles aussi, juridiques, institutionnelles. Donc comprendre en fait, avoir une maîtrise suffisante en fait de leur paradigme manifesté institutionnellement. Et puis, bien entendu, j'ai cherché aussi à avoir une connaissance, une maîtrise suffisante de notre paradigme. On est sorti d'une civilisation à une autre. Alors, quelles sont les clés de la nôtre qui fait que, en effet, on peut espérer, on peut décider finalement de la réinstituer. Voilà notre système de pensée, de traduire en droit, en institution, en fait, et donc finalement nous réinstituer en tant qu'être humain, en tant que qui nous sommes. Nous réapproprier de nous-mêmes, en fait. De nous-mêmes, absolument. Oui. Et donc traduire ça dans la qualité de relation que nous avons choisie, parce qu'elle correspond en fait à qui nous sommes en vérité. Des êtres humains. Donc aux gens qui disent qu'on ne peut pas revenir en arrière, vous opposez donc oui, absolument. Et vision, absolument. Et ça sera l'occasion aujourd'hui en fait d'en faire en tous les cas de démontrer en fait que la chose est tout à fait possible. Je voudrais dire en fait ceci, toujours en complément de ce qu'on vient d'échanger. Créoliser, adopter les goûts du colon, on comprend bien qu'en fait dans le paradigme de l'autre, dans le système de l'autre, eh bien, les valeurs, en fait, nous instituent comme étant des êtres inférieurs aux colons, donc aux blancs, en l'occurrence. Et donc, c'est ce que j'ai déjà personnellement eu à vérifier et à démontrer à travers mes recherches en droit, notamment démontrer que nous avons aujourd'hui, toujours en Martinique en particulier, ou dans les différents... outre-mer en fait de la France en fait, eh bien nous les Noirs nous avons le statut d'affranchi. Et donc c'est le code noir toujours qui est ce qu'on appelait l'assimilation juridique et que Aimé Césaire en fait a considéré que c'était voulant cacher cette réalité violente qui est le déni de notre humanité, eh bien a considéré que c'était trop humiliant de garder en fait ce terme assimilation et donc a préféré cacher en fait cette réalité qui n'a pas disparu bien entendu sur le plan institutionnel en préférant le concept de départementalisation. Mais sur la question de l'institutionnel, donc vos recherches qui sont autour du statut d'affranchi qui est encore le nôtre se base aussi sur le fait que le code noir n'est pas vraiment aboli. Tout à fait. Voilà. Donc peu de nos compatriotes le savent que le code noir n'est pas aboli et ça n'est pas de faute de l'avoir demandé. Absolument. C'est la France qui refuse. Tout à fait. Alors dans une telle situation, la conséquence c'est que si quelqu'un décide aujourd'hui de nous remettre en esclavage, le cadre est déjà là. Oui, absolument. Surtout, le cadre est déjà là, mais le conditionnement mental est déjà là. C'est-à-dire qu'en fait, que n'importe quel psychologue ou sociologue ferait un travail immédiat sur, je dirais, la vision, la mentalité des Noirs en Martinique. On vient de le voir. Oui, tout à fait. Avec le football. Absolument. Eh bien, qu'est-ce qu'on va constater? On constatera qu'en effet, eh bien, c'est une mentalité, c'est un conditionnement qui est structuré sur la reconnaissance en fait de son inhumanité, à savoir de son infériorité par rapport aux Blancs. Et donc c'est une situation, même s'ils disent le contraire, mais ils se sont socialisés dans ça. Les comportements, mais pas seulement les comportements, lorsque en fait ils ne sont pas, je dirais, ils sont dans une certaine spontanéité, dans une socialité spontanée, etc. On le voit. C'est seulement lorsqu'ils essayent de cacher la réalité, qu'ils disent non, nous sommes français, nous sommes de l'Égal, qu'est-ce que tu racontes là, etc. Mais en réalité, tout démontre ça. C'est ce que j'appelle les comportements. Voilà. Ils sont tout naturellement
ils se conçoivent comme des inférieurs, et dès que les gens font quelque chose, ils disent moins anti-matinitier qu'on moins, ou moins anti-nègre qu'on moins. Absolument. Et on est toujours dans les petits, dans les tout petits, dans les dimensions réduites. Et ce travail sur le discours qui mériterait d'être entrepris ne l'a pas encore été. Mais voilà, par exemple, dans toutes les recherches qu'on a à faire, au lieu de batifoler dans je ne sais quelle sphère qui ne nous apporte rien dans la connaissance de nous-mêmes, voilà des choses que nos chercheurs pourraient faire. Voilà. Alors, monsieur, donc il y a plusieurs ouvrages à votre actif. Oui. Oui. Alors, il y a Ne m'appelez pas créole, que j'ai publié finalement en 2006. Ne m'appelez pas créole. Et où, en effet, j'ai eu l'opportunité de démontrer que nous ne sommes pas créoles. Et nous le savons, nous ne le sommes pas. Créole est une identité esclavagiste. Hein, c'est une des identités en fait le noir devenait créole en fait et reconnu comme créole lorsque en fait il était considéré comme suffisamment domestiqué, c'est-à-dire qu'en fait être un être en fait qui se conforme suffisamment aux valeurs et au goût du colon. Et donc voilà, accepter sa place là, le nègre domestiqué. Mais il y avait aussi cette vision, mais il y avait le fait que les blancs avaient compris que quand les noirs sortaient d'Afrique, ils avaient une culture, qu'ils étaient résistants, et ils ont décidé de produire des esclavagés sur place. Absolument. Donc l'intention c'était bien de faire naître une catégorie d'hommes qui n'aurait pas de racines et d'enracinement qui se conforme, comme je disais tout à l'heure, au paradigme créole, c'est-à-dire au système, l'autre civilisation. Qui serait totalement leur sujet, puisqu'ils n'auraient pas d'autre référence. C'est exactement. Ça. Alors je précise là-dessus que à ce sujet, vous savez, c'est Raphaël Confiant, Jean Bernabé et Patrick Chamoiseau ont été ceux qui, au début des années 80, ou en fin des années 80 plutôt, ont écrit en fait 89, l'éloge de la créolité, et que en particulier, je dirais le leader intellectuel, le leader en fait qu'est Jean Bernabé, a eu en fait à revenir dessus et à dire et à écrire en fait. Il a commis un ouvrage, le dérive identitariste, notamment avant son décès. Où il dit clairement en fait que nous ne sommes pas créoles et qu'ils avaient à l'époque, lorsqu'ils avaient écrit ceci, eh bien il explique en fait qu'ils n'avaient pas les connaissances nécessaires sur quelle identité, la question qui je suis. Et donc c'est pour cette raison qu'ils ont commis ces erreurs. M. Confiant aussi a remis en cause plusieurs fois cette idéologie et il la reprend quand ça l'arrange. Donc on a quand même quelques difficultés à bien comprendre où est-ce qu'il se situe très exactement. Voilà, donc il y a Ne m'appelez pas créole. Il y a Moun, Fini la névrose créole. Moun, Fini la névrose créole. Justement, Moun est là, c'est le concept de personne humaine, d'être humain, mais enraciné dans notre civilisation. Oui, qui est un mot Congo, non? C'est pas un mot Congo. Oui, qui vient de Moun, qui veut dire personne humaine. Être humain. D'accord. Que nous avons dans notre langue. On retrouve Moun tout. Voilà. Dans notre langue. Ça veut dire qu'en fait, tous les êtres humains, quelle que soit leur tangibilité, leur apparence, ont la même nature humaine. Bien sûr. Tout le monde, c'est Moun. Et à côté du mot nègre qui sévissait dans les plantations, le mot Moun a survécu aussi. Absolument. En parallèle. Et il a été tout le temps ce rappel en balance entre l'objet et l'être humain sans arrêt. Parce que le mot Moun est très utilisé dans notre langue aujourd'hui. Absolument. Et on le sait, c'est aussi le terme qu'on utilise pour exiger à soi-même le recentrage en tant qu'être humain, mais pour exiger de l'autre aussi ce recentrage et le réveil spirituel. Nous comprenons le monde, pas c'est monde. Nous tous c'est monde. Nous tous c'est monde. Pas que nous ne comprenons pas encore. Comprenons pas monde. Voilà. C'est très important. Il y a ce recentrage. Autrement dit, nous avons, par conséquent, c'est ce que ça signifie, que nous avons ce tronc, cet enracinement. Oui. Sauvegarder. Donc on sait, lorsque l'on dit ça, ce que l'autre sait. Voilà. La philosophie africaine est essentielle. C'est l'enracinement civilisationnel. Elle est gardée dans cette expression. Tout le monde c'est monde. Et puis, Madame Valentin. Alors, moi de mon côté, j'ai surtout travaillé au départ sur les contes de tradition orale martiniquais, qu'on appelle à juste titre contes créoles, puisqu'effectivement,
la philosophie que véhiculent ces contes était justement une philosophie créole. Et donc j'ai eu à démontrer que justement cette philosophie que nous avons tendance à porter comme une référence était une non-référence, une non-valeur. Donc, chemin faisant, donc j'ai pu entrer vraiment dans le concept de la créolisation et de la décréolisation. Et j'ai dû travailler aussi sur ce conflit civilisationnel que nous vivons, que justement Dominique vient d'exprimer quand il dit qu'en nous-mêmes, nous avons cette volonté d'être des Mounes et que d'un autre côté, nous voulons aussi être des créoles. C'est-à-dire que nous vivons en permanence un conflit civilisationnel qui fait que nous avons tout le temps des questions à nous poser sur nous-mêmes et nous avons une perte d'estime de nous-mêmes qui est permanente, même si nous cachons effectivement cette situation dans laquelle nous vivons. Et qui fait que nous sommes tout le temps dans l'irresponsabilité ou encore dans le manque de... nous ne savons pas faire les bons choix qu'il faut pour nous réaliser. Ce qui veut donc dire que dans le travail que je fais, je n'ai pas de publication vraiment d'ouvrages particuliers, mais j'ai de nombreux articles que j'ai publiés dans des ouvrages collectifs et donc qui travaillent sur ces questions, sur ce qu'on nous appelle notre culture et que je préfère nommer notre civilisation parce que nous savons très bien que dans cette société, on a souvent opposé la nature à la culture et en faisant croire que nous n'avions pas de civilisation, alors que justement, nous avons une civilisation africaine et nous relevons en Martinique de cette civilisation. Donc, c'est dans ce sens-là que je travaille dans le cadre de mes recherches et affirmer justement que la Martinique a une civilisation africaine, c'est celle des Mornes. C'est une civilisation purement africaine et elle n'a rien de créole. Ce qui veut donc dire que nous avons à revenir en arrière pour reprendre la main sur nous-mêmes et reprendre la main sur notre civilisation. Ce qui veut donc dire que ceux qui disent que le passé est le passé et qu'il faut faire table rase et pour aller de l'avant, je crois qu'ils se trompent et qu'il faut à tout prix que l'on soit persuadé, l'on convaincu même que sans racines, on ne peut pas avancer. Sans notre civilisation, sans en avoir conscience vraiment, parce qu'on fait des choses qui sont de notre civilisation, mais nous ne les acceptons pas comme des éléments civilisationnels. Mais est-ce que nous serions le seul peuple à ne pas pouvoir aller de l'avant parce qu'il a une culture dans laquelle il veut s'enraciner? C'est un paradoxe, c'est une grande ambiguïté. Le fait d'habiter une civilisation, une vision du monde, n'empêche pas d'avancer. Ce qui est présenté sur le plan idéologique par les idéologues, c'est justement que de se revendiquer d'une culture africaine serait vouloir se maintenir hors de l'évolution comme un du handicap, monde. Et donc, on réfléchit aussi sur cette façon qu'on a de nous présenter notre rapport à notre histoire, ou bien notre désir de nous enraciner, ou de dire, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. On habite une civilisation comme on habite une présence au monde, etc. Absolument. Qui a par rapport à ce que vous disiez, je suis, moi, dans beaucoup de réflexions sur la façon qu'on a d'essentialiser nos problématiques et de faire croire que c'est nous, nos corps, nos personnes, notre biologie qui est à l'œuvre lorsque nous sommes en difficulté. Et on voit en réalité, nous vivons au cœur d'un monde où l'esclavagiste, le colon, le planteur, le dominant se trouvent dans notre proximité. Donc, on n'a pas de rupture à ce niveau-là. On vit aussi dans un monde où, institutionnellement, c'est le dominant, la civilisation française, celle qui veut nous assimiler, etc., qui nous aliène au quotidien, et celle qui fixe les lois, qui détermine aussi nos destinées. Donc, quand nous disons que nous avons des comportements ambigus, paradoxaux, que nous sommes parfois dans des comportements un peu ridicules aussi, de vouloir cacher tout en... Eh bien, en réalité... Ce que moi je conçois, et il faut le formaliser conceptuellement, c'est que
nous ne sommes pas, les conditions ne sont pas réunies pour que nous ne soyons pas comme ça. Exactement. Donc, c'est parce que le dominant est là, l'ancien, le planteur, le colon, tout ça, et que nous sommes obligés de composer avec cette présence qui est absolument dominante et qui impose sa vision du monde, comme pendant le temps de l'esclavage pour la créolisation, la créolité. Donc, nos comportements sont, j'allais presque dire, normaux, compte tenu des contraintes sociales que nous avons, qui s'imposent à nous sans que nous ayons du choix pour le moment. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de culpabiliser le Martiniquais, mais surtout de l'amener à prendre conscience de cette réalité et de cette ambiguïté, de cette ambivalence dans laquelle il fonctionne, et pour lui montrer effectivement qu'il y a des choses, il y a des solutions, et les solutions sont justement institutionnelles. Elles ne sont pas seulement sociétales, elles sont institutionnelles. Les deux voilà, elles vont ensemble, Oui. c'est clair. Mais tant que nous n'avons pas des institutions qui sont le reflet de nous-mêmes, de notre pensée, tout à fait, de notre civilisation, nous serons toujours dans cet entre-deux qui fait qui instaure le malaise et qui instaure la schizophrénie aussi. Donc, le problème est fondamentalement institutionnel et paradigmatique. Donc, on a tout intérêt à réfléchir à comment produire une nouvelle race de chercheurs qui va balayer cette vision trop essentialiste d'une nègre qui a tous les défauts, etc., et qui se trouve dans une situation de dominer parce que finalement il est incapable, et qui conforte donc le dominant dans j'allais dire dans ses délires. Et il faut bien le concevoir sous cet angle-là. Donc, chers téléspectateurs, aujourd'hui, ce qu'on veut vous proposer, c'est faire un petit arrêt par rapport à toutes les problématiques qui nous préoccupent aujourd'hui dans notre société, que nous comprenons de moins en moins, et proposer une petite réflexion. Notre émission sera un peu plus courte aujourd'hui, malheureusement, mais s'il le faut, nous reviendrons dans la prochaine émission, nous reviendrons peut-être avec nos collègues ici sur certaines des problématiques que nous allons peut-être effleurer seulement aujourd'hui. Donc, les raisons pour lesquelles vous étiez là, donc je vous ai dit qu'il manque Olivier Jean-Marie qui a écrit Grand Thiers, Grand Esprit. Il arrive, voilà, donc il va pouvoir vous en parler. Mais ce que j'aimerais d'abord, c'est qu'on vous donniez un peu votre lecture de la société telle que vous la voyez, alors dans ses dérives, pas forcément dans ses dérives, dans comment vous l'appréhendez. Justement, on va installer M. Jean-Marie, on va continuer avec... Ah, il fait une pause. Ça a coupé. Non, j'avais pensé qu'il fallait absolument un truc, mais en fait, il a fait une pause. Il a coupé et puis donc ça va continuer. Quand vous avez lancé la question de vous pensez sur la société, donc en fait, juste après votre question, on va tout de suite enchaîner avec la réponse de invités. Ça, d'accord. On va pas avoir D'accord. Bonsoir. Okay. Désolé pour le malentendu. Non, c'est moi. C'est... Ça va? Vous avez cette place, là? C'est bon? Merci. Voilà, donc là, la caméra est directement sur l'invité, donc on reprend directement avec la réponse. Voilà. alors, Bon, on avait commencé avec Jérémy, qui voulait nous donner son avis. Jérémy, on fait une toute petite pause pour présenter Monsieur Jean-Marie, qui vient d'arriver. Donc, on a dû commencer parce qu'il y a une émission tout de suite après. Et voilà, donc mes invités se sont présentés. On vous a annoncé avec votre ouvrage. Donc, si vous voulez dire 2 mots aux téléspectateurs qui vous connaissent, je suppose.
Très bien, mais écoutez, moi je me présente généralement comme un citoyen ordinaire, comme un observateur de la société martiniquaise, un contributeur. Et quand je dis citoyen ordinaire, ça veut dire que je ne suis ni universitaire, ni élu, et c'est une parole citoyenne, et donc avec sa spontanéité, avec son caractère inachevé, et surtout sa volonté de contribuer à une société martiniquaise plus épanouie. Voilà, merci. Donc nous, ce que on a commencé à faire, c'était à se dire que notre société évoluait d'une certaine façon. Peut-être qu'elle reste, j'allais dire, très inaccessible à beaucoup de gens parce qu'il nous manque de concepts, de conceptualisation, d'approche sociologique, anthropologique pour l'appréhender au-delà du vocabulaire politique et des stigmatisations traditionnelles qui nous suivent depuis plusieurs siècles maintenant. Donc on est beaucoup dans le substantialisme, dans le bio ceci, bio cela, et on est très peu dans la science lorsqu'on parle de nous-mêmes. Donc dans la science humaine, entendu que même la science aujourd'hui est interrogée en tant que elle aussi produite à travers ou par des idéologues, parfois, souvent. On l'a vu aussi à l'époque du nazisme. C'est des scientifiques aussi qui ont produit l'idéologie de race supérieure, etc. Donc, on revient à vous tout à l'heure et on va écouter Jérémy, qui voulait nous donner sa vision de l'évolution de notre société. Non, moi ce que je voulais dire, donc pour rebondir un peu sur ce que disait Milka tout à l'heure, nous avons des chercheurs. Les chercheurs ne cherchent pas à faire culpabiliser les gens. Ils soulèvent un certain nombre de problèmes qui effectivement sont parfois récurrents. Et le comble, c'est que le plus souvent, ce sont les chercheurs qu'on cherche à faire culpabiliser, justement, en leur disant que oui, mais pourquoi il faut revenir sur ça? Vous êtes en train de... Par exemple, moi, par rapport à mon ouvrage Jésus-Christ le Messie noir, les gens, ils lisent le titre et puis après, ils disent, voilà, oui, mais vous allez encore mettre une question de racisme, vous voulez tirer la couverture à vous parce que, les Occidentaux l'ont tiré à eux. Alors, moi, je dis, l'histoire, ce sont des faits, l'histoire n'est pas raciste, elle raconte ce qu'elle raconte, avec ses violences et avec ses beaux jours également. Et le fait de remettre l'histoire à sa place, ce n'est pas du racisme. Le fait de vouloir ouvrir les yeux de nos concitoyens sur une certaine image qu'on avait donnée du noir à travers la religion, à travers la Bible, etc., à travers une certaine idéologie qui était celle des colons, et qui n'a pas été remise en question à l'abolition de l'esclavage. C'est au fur et à mesure qu'on commence à voir clair, qu'on essaye de remettre en question certains clichés, certaines théories. Et donc, le simple fait de vouloir remettre ces théories en question et de vouloir les porter à la vue du public, eh bien, des fois, on est taxé de fauteur de troubles, etc. On est violenté, mais ça n'est pas propre qu'à l'interrogation sur Jésus-Christ, sur la couleur de Jésus. Oui, tout à fait, c'est vrai sur la texture du cheveu, c'est vrai sur les rapports ratio, entre guillemets. C'est une société, effectivement, mais ce ne sont pas nécessairement ceux qui refusent, qui ont décidé qu'il ne fallait pas interroger. C'est justement ceux qui sont sous la contrainte idéologique des personnes qui n'ont pas intérêt à ce que tous ces phénomènes soient interrogés. Puisque la société coloniale est ce qu'elle est, elle repose sur un certain nombre d'arbitraires et sur des vérités qui ont été véritablement, comment on va dire ça, des vérités qui ont été cachées
aux premiers intéressés et qui ont dû se construire, se construire sur la base d'un certain nombre de mensonges qu'ils ont fini par essentialiser. Voilà. Le mensonge est devenu la vérité. Voilà. Je crois que c'est essentiel aussi de pouvoir se dire, voilà, il y a un obstacle, il y a un problème, on n'arrive pas à certaines choses, à franchir certains obstacles. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un obstacle? On va reculer pour essayer de mieux sauter, comme on dit. Donc, il faut reculer pour mieux sauter. Et donc, je crois que revenir un peu dans le passé pour essayer de comprendre comment les choses se sont construites et pourquoi on en est là, je crois que c'est essentiel également au fait de pouvoir dépasser certains obstacles. Et pouvoir les ça voudrait presque dire qu'on est un petit peu avec nous-mêmes, on est dans des comportements schizophrènes parce que vouloir comprendre le passé et faire souvent des recherches qui ne sont pas aidées, qui ne sont pas financées, pour mettre à disposition des gens des connaissances qui les aideraient à comprendre, c'est se faire effectivement taper dessus. Et c'est très paradoxal dans la mesure où la connaissance nous permettrait de défaire beaucoup de nœuds qui nous empêchent d'avancer. Or, dans ce désir qu'on a de vouloir avancer en laissant l'histoire derrière, et c'est bien cela qui se passe, on se rend compte que chaque fois qu'on fait un pas, on trébuche parce que justement, cette histoire qu'on lâche, qu'on veut laisser derrière nous parce qu'elle est un boulet, eh bien justement, c'est elle qui nous la méconnaissance qu'on en a, c'est elle qui nous empêche d'avancer. Donc moi, je voudrais, on reviendra tout à l'heure sur l'évolution de la société. J'ai vu un certain nombre de reculs ces dernières années, notamment celui de la laïcité, de ce qu'on a appelé la laïcité. Et j'ai vu aujourd'hui que l'Église est omniprésente dans la vie sociale. Et or, c'était une conquête des années depuis que l'avènement de la République, de la démocratie, entre guillemets, parce qu'on va l'interroger aussi, ce fameux concept de démocratie. Mais on a l'impression, donc chez nous, nous nous disons assimilés, ou nous disons que nous sommes assimilés, mais nous avons des pratiques qui ne ressemblent en rien à celles de la métropole, puisqu'il faut garder le terme pour signifier la réalité qu'on veut évoquer. Et tous les matins, sur la radio d'État, soit tous les week-ends, vous avez donc votre part de prêche de certaines obédiences religieuses sur la radio d'État. Depuis quelque temps, on observe que voilà, les prêtres sont dans toute la société et invités à des débats où leur présence surprend parce que on se dit, voilà, ce sont des mondes qui n'étaient pas forcément, qu'on n'avait pas envisagé, ou des débats qu'on n'avait pas envisagés sous cet angle-là, avec l'apport du religieux, étant entendu que la démocratie, la République avait pris soin de ces pas. Donc la question c'est, quelle forme d'aliénés sommes-nous, ou quelle forme d'assimilation vivons-nous vraiment, si effectivement nous vivons dans des sociétés où ce qui se fait dans la République, qui nous sert de référence, n'est pas tout à fait cela que nous pratiquons. Et pour vous qui avez travaillé beaucoup sur la religion, en tout cas, voilà, comment voyez-vous cette évolution-là? Alors, la question de la laïcité, je pense que c'est une question où on doit se dire que chacun est libre d'avoir la parole, et à part égale, je veux dire que tout le monde devrait pouvoir donc s'exprimer de manière, je dirais, aussi égale qu'un autre. Le problème qui se passe effectivement, c'est qu'il y en a qui dominent le paysage. Pour moi, je dis bon voilà, on est dans la laïcité, ok. La médiathèque, par exemple, ça m'est arrivé qu'on me dise voilà, vous pouvez pas utiliser cette médiathèque parce que c'est une médiathèque laïque et donc c'est un sujet que vous allez faire sur la Bible et donc négatif. Moi, j'ai dit mais pour moi, ça serait plutôt le contraire. Si c'est laïque, ça veut dire que ça accepte justement tout le monde. Qui vient porter un débat quelconque. Et quand je dis tout le monde, je veux dire effectivement, à part égale, chacun doit avoir les mêmes droits au sein de la laïcité, chacun devrait avoir le même droit à la parole et à apporter son discours. Maintenant, effectivement,
on a... Je parle d'un point de vue institutionnel, oui. Lorsque, au niveau de l'organisation même de la société, on a défini une sphère publique, une sphère privée, il y a bien sûr une sphère religieuse qui a toujours été dans la vie des citoyens, sauf qu'elle n'intervenait pas dans la sphère publique. Maintenant, parce que on se baptise, on a les communions, elle est omniprésente. Quand on dit ça, je veux dire qu'il y a longtemps, en tout cas, bon, moi je ne suis pas attaché au concept, je dirais, de religion tel que voilà, il est conçu dans l'Occident chrétien. Mais en tout cas, depuis il y a très longtemps que les religions interviennent dans l'État, au niveau de l'État. Quand on regarde historiquement, à l'époque où Pépin le Bref, par exemple, va venir défendre la papauté contre les Lombards, le pape va le couronner roi, et c'est à partir de ce moment-là que la papauté va couronner donc tous les potentats d'Europe, etc. C'est après qu'on décide de la séparation voilà. des pouvoirs. Ensuite, on va remonter un peu plus loin. Donc, on avance dans le temps. Et effectivement, on arrive donc à la séparation des pouvoirs. Bon, mais il n'empêche que pendant la colonisation, vous aviez, au moment de la colonisation de l'Afrique, quand il y a eu la conférence de Berlin, il y avait quand même un évêque qui était présent là et qui a donné aussi ses directives. Oui, donc, je veux dire que pourquoi ? Parce qu'il y a des questions d'intérêt commun entre certains grands pouvoirs religieux mais moi, je posais la question de la laïcité à partir du moment de l'avènement de la République, où on dit qu'on ne sait pas les pouvoirs pour un certain nombre de raisons. Voilà, mais ce concept, par exemple, il ne va pas être respecté au moment de la conférence de Berlin, parce qu'on est dans un dépeçage, je dirais, d'un gibier qu'on a décidé. Et en fait, ce concept, il va pas jouer à ce moment-là. Donc, on aura effectivement. Mais est-ce que au niveau donc, on voit que l'intérêt, je dirais, peut changer la donne. Non, mais là, on sait que de manière, au niveau de l'organisation et des interventions et des interférences, l'Église a toujours été présente. Moi, ce que je questionne, c'est l'omniprésence de l'Église dans les vies et des obédiences religieuses, dans la vie publique. Est-ce qu'en France, vous avez ce phénomène ? Est-ce qu'en Italie ou en Espagne, je ne sais pas, au quotidien, dans les médias, dans les débats publics, dans la vie de tous les jours, est-ce que vous avez ce phénomène ? C'est ce que j'interroge. Sinon, il y a quelque chose qui m'a échappé. Donc la question de l'influence de l'Église depuis la colonisation, depuis l'esclavage, on la connaît. Maintenant, c'est... Voilà. Alors, pour moi, ça marque une évolution dans notre société. Et comme nous voulons aujourd'hui interroger cette évolution de notre société avec d'autres paramètres aussi, je posais la question à quelqu'un qui travaille sur le religieux. Justement, la question... quand on prend l'Africain dans son essence, il est très croyant. Il n'est pas, justement, en Europe, on va avoir effectivement ce phénomène de laïcité qui va prendre une ampleur facilement et puis ils vont régler les choses. Ici, en Martinique, on a une société qui est faite de gens qui sont très croyants à la base. Et le problème, pour moi, c'est justement les fausses conceptions qu'on leur donne dans certaines croyances, qui sont les croyances dominantes, et justement qui les amènent à, je dirais, un certain fanatisme. Bon, maintenant, je veux dire que il y a une exploitation, on cherche à profiter justement, certaines religions cherchent à profiter justement de la crédulité, je dirais, des gens pour imposer des... Oui, j'entends, mais je crois que lorsque tu dis en fait qu'ici, et tu parles de l'essence en fait de l'Africain, et tu dis en fait qu'ici en Martinique, eh bien les Noirs en fait sont très croyants. Je crois qu'il faut faire très attention au concept de croyance. Parce que le concept de croyance, en fait, n'est rien d'autre, en fait, l'identité que l'Occident a donnée à une sphère, en fait, de réflexion sur le plan spirituel, au sujet de la spiritualité. Et donc, il lui a donné l'étiquette
de croyance. Or, nous ne sommes pas dans la croyance. Lorsqu'on est dans la civilisation noire, on ne parle pas de croyance, s'agissant en fait de la réalité spirituelle. Donc là, nous sommes dans le domaine de la science, de la connaissance. Donc, ce n'est pas du tout ça. Donc, il faut qu'on fasse très attention. C'est pas ça que j'interroge. Non, bien entendu. Mais je le dis parce que là, nous ne sommes pas au niveau de la croyance. Là, au niveau de la connaissance. Par contre, dans l'espace paradigmatique occidental, eh bien, ils lui ont donné le statut de croyance. Et ce statut de croyance, c'est la manière, en fait, d'évacuer quoi ? La spiritualité. D'évacuer la spiritualité. Autrement dit, d'évacuer quoi ? D'évacuer, en fait, l'humanité même, la réalité spirituelle de l'être humain même. Et par conséquent, c'est l'autorisation donnée, en fait, à le traiter comme un objet. Et là, on est dans un paradigme. D'accord. Alors, dans ce paradigme, moi, ce que j'interroge, c'est la présence ou l'omniprésence de l'Église dans l'espace paradigmatique défini par l'Occident comme étant un espace laïque. Et ça, c'est une dimension sociologique. C'est ça que j'interroge. Maintenant, si vous n'avez pas de réponse, c'est pas grave. Mais je pose... Non, moi, j'ai pas cherché à donner de réponse là-dessus, mais moi, j'ai réagi par rapport à cette idée de croyance. Sur la croyance. Donc, on distingue, donc, chers téléspectateurs, croyance et spiritualité. Vous le savez, l'Africain ne parle pas de croyance quand il parle de son rapport à l'univers, etc., au cosmos, etc. Oui. Alors, justement, par rapport à ce que tu dis... cette pénétration récente disons, des 10 dernières années, de tout ce qui est religieux, de toutes les obédiences religieuses dans la sphère publique. Et on le voit comme il y a une euphorie. Toutes les radios, toutes les télévisions, qu'elles soient privées ou publiques, accordent une large place médiatique au domaine religieux. Et on a l'impression, effectivement, qu'il invite le religieux. Oui. Et on a l'impression, effectivement, qu'il y a une volonté. Absolument. Une volonté. Alors, quelle est-elle ? C'est à nous de chercher. Une volonté de lobotomiser la population par le religieux. C'est-à-dire à faire les gens entrer justement dans ce domaine de la croyance qui fait que cette croyance calme, apaise et conduit vers une espèce de sérénité et une espèce d'abnégation et de perte totalement de moyens et de résistance. C'est-à-dire obtenir la paix sociale, en pacifiant aussi psychologiquement des gens qui par ailleurs n'ont pas à réfléchir sur leur réalité, sur les inégalités, sur les injustices. Et qui attendent un sauveur, qui attendent que quelque chose se passe, l'apocalypse. Oui, Dieu viendra résoudre les problèmes. Pour répondre, et là je réponds, je formulerai une réponse en fait à ta question. Pourquoi ? Je pense que pour une raison assez simple. La réalité, c'est que nous avons, de génération en génération, forgé la connaissance de nous-mêmes, sortir de l'oubli pour savoir qui nous sommes, et par conséquent, nous avons su, à l'heure où je parle, permis de distinguer une autre voie que celle que l'Occident nous a imposée. Et vous savez, vous vous rappelez en fait la ferveur assimilationniste. Et nous savons que depuis peu, peut-être 3 décennies, ou peut-être voire un tout petit peu plus, il y a eu en fait cette brèche qui prend la forme, qui est une forme velléitaire, autonomiste, indépendantiste, mais ce sont des concepts qui veulent signifier un bouillonnement, une idée, une percée dans cet espace assimilationniste, mais bien entendu, nous le savons aussi, aucun politique, en tous les cas, aucun homme, aucune femme politique n'a jamais pris en charge ni l'autonomie, ni sérieusement, véritablement, courageusement, ni l'indépendance. Bon, ce sont des concepts auxquels je n'adhère pas, ni l'un ni l'autre, cependant. Et là, aujourd'hui, il s'avère que, je disais, que finalement, au fur et à mesure de la conscience collective, ont émergé une autre lecture de la réalité, une autre lecture de notre réalité, tant historique que sociologique. Et cette lecture-là, elle est dangereuse pour l'État,
Et elle est dangereuse aussi pour l'Église catholique et en tous les cas toutes les églises. Et ce que j'y vois à travers en fait cette recrudescence, je vois cette volonté de venir secourir l'État, secourir en fait le pouvoir, le conditionnement assimilationniste, en vue de maintenir une certaine interprétation de la réalité, de la transcendance comme de la matérialité. Et nous savons en fait que l'Église propose une vision totale de soi et de ce qui nous transcende. Et par conséquent, c'est une orientation qui ne laisse de place à aucune initiative en dehors en fait de la volonté divine. Il y a une volonté de pacifier la population de manière totalement artificielle, c'est-à-dire sans qu'elle ait accès à des explications qui feraient d'elle une population adulte qui réfléchit et qui va vers la discussion, la négociation, etc. Là, on a des gens effectivement à qui on sert des concepts ou des préceptes tout emballés et qui sont, d'ailleurs, on voit la recrudescence du religieux dans notre société est un indicateur du développement, d'abord, qui accompagne la précarité énorme, voilà. Mais aussi l'anxiété, le sentiment d'anxiété très, très fort qui se développe, qui accompagne la forte précarité, la peur du déclassement des classes moyennes, qui sont elles aussi touchées par cette précarité, et donc le refuge que peut constituer l'Église qui est là, tout prêt à dire, et qui dit venez, je suis là. Moi, voilà, je vais vous aider à régler vos problèmes. Enfin, ça, on va revenir éventuellement là-dessus. Est-ce que vous avez envie de dire un mot? Oui, allez-y. Oui. Donc sur la question de l'Église, de la recrudescence, donc de l'influence de l'Église dans l'espace public. Alors, je ne sais pas s'il y a une coïncidence ou il y a un accord entre le politique et le religieux. Moi, j'aurais tendance à dire de ce que moi je perçois de la réalité, c'est que si les églises se remplissent, c'est aussi parce que les taux d'abstention aussi augmentent. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'Église, ou les églises, parce qu'il y a plusieurs églises, représentent en fait compte une réponse à une quête de sens, à un besoin de spiritualité qui est un besoin donc, de tout être humain, et qui a des organisations qui sont plus ou moins bien structurées pour accueillir ça, pour peut-être aussi l'utiliser, l'instrumentaliser. Et pour moi, en fait, il y a quand même des vases communicants entre le politique. Quand le politique n'offre plus de sens, n'incarne plus d'espoir ni de crédibilité, la quête de sens, la quête d'espoir se reporte dans d'autres espaces, dont dans l'espace religieux. Donc j'ai l'impression, et ce que moi aussi je constate, c'est qu'il y a une concurrence très très vive entre les églises. Et donc, y compris dans la sphère, simplement la sphère chrétienne, c'est une lutte sans merci, c'est une lutte pour des parts de marché, très clairement. Donc voilà ce que moi je perçois de Mais cette la religion catholique reste la religion dominante, et on voit avec son évêque qui est invité maintenant sur les plateaux de télé, dans les cénacles, dans toutes les soirées imaginables. Ça, c'est vrai que c'est une église aussi qui est plus offensive. Elle est là pour dire la société, il ne faut pas que la société nous échappe, puisque jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'elle a été maîtresse dans le jeu des rapports entre les institutions et ceux qui ont le pouvoir d'organiser la société, de définir son orientation et surtout de prétendre la pacifier. Eh bien, l'Église a joué un rôle très important, mais on avait des prêtres ou des religieux beaucoup plus, on va dire, plus retirés, moins qui manifestaient avec moins d'ampleur leur présence dans l'espace public. Voilà. Et pour compléter aussi, donc, sur ce dynamisme ou cette offensive de l'Église catholique, qui aussi s'est rapprochée donc, des jeunes, donc, en offrant aux jeunes aussi des figures qui leur
qui leur ressemblent, qui parlent le même langage, qui utilisent qui chantent comme eux. Voilà, les mêmes outils de communication, les réseaux sociaux. Et il y a clairement une volonté donc de maintenir ou peut-être aussi de rattraper le temps perdu, parce que on a connu, j'ai l'impression que la Martinique a connu après 46 une période marquée par quand même une course à l'avoir, à la consommation, au matérialisme, et qui a fait beaucoup de familles délaisser les églises. Oui. Attends, Jérémy voulait avant, vas-y. Alors, est-ce qu'on pourrait, pour gagner du temps, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à se dire, et on a un quart d'heure d'émission de moins, hein, voilà, je voulais juste dire que effectivement, il a parlé d'une espèce de concurrence entre les églises, mais c'est pas seulement entre les églises, c'est entre les églises et les différentes conceptions. Alors, moi, j'ai pas peur du mot croyant, parce que pour moi, la croyance est liée à une conception. Et cette conception, elle peut venir effectivement de la philosophie, de la spiritualité, comme certains disent. Moi, je crois qu'il y a un très grand lien entre spiritualité et puis la croyance, et même la religion, pour ceux qui sont dans la religion, là, pour eux, c'est une forme de spiritualité. Voilà. Donc cette concurrence, effectivement, qui est là, je pense qu'elle nous parle. Ça veut dire, comme il a dit tout à l'heure, qu'effectivement, les gens sont en quête de quelque chose. Et la question, justement, c'est ce qu'on leur sert. Alors, moi, j'ai beaucoup observé, effectivement, l'omniprésence, surtout pendant la période du mois de mai, où il y avait le 22 mai qui approchait, donc de l'évêque de la Martinique, et puis de plusieurs réunions qui ont été tenues pour, justement, justifier le fait que l'Église n'aurait eu aucun lien avec l'esclavage, etc. J'ai même été présent dans ces réunions pour entendre de mes oreilles ce qui se disait, pour débattre aussi avec les gens qui étaient présents. Et je me suis fait fort, moi, dans les conférences que j'ai récemment fait, de rectifier certaines choses et de dire comment se fait-il qu'une Église, on peut prétendre n'avoir eu aucun lien avec l'esclavage et se retrouver dans les 8 premiers articles du Code noir comme ayant la prééminence. C'est complètement incompatible. Donc, pour moi, ce qui fait défaut, ce qui n'est pas bon, en fait, c'est pas que le fait que chacun s'exprime, mais s'exprime pour dire quoi? Quand on a effectivement je dirais une espèce d'apologie de crime contre l'humanité qui est faite pour dire que l'Église n'a jamais trempé, je dirais, dans l'esclavage. Pour moi, c'est un mensonge. Et donc, je crois qu'il faut que ceux qui sont dans ce débat, je crois que les gens ne sont pas dupes, même s'ils remplissent les églises, il y en a qui les remplissent pour des raisons X et Y, mais je vois beaucoup de gens qui viennent à mes conférences et qui viennent parce que ils cherchent la vérité sur les sujets sur lesquels on débat dans notre société. Mais à mon avis, il y a un phénomène qu'il nous faut vraiment prendre en compte, c'est le fait que quand on dit ça n'est pas parole d'évangile, la parole qui émane de ce lieu-là, qui est un lieu sacré, qui est le lieu de l'Église, la vérité, la probité, etc. C'est une parole sacrée qu'on ne remet pas en question. Et vous faites bien de souligner le fait que, bien, de ce lieu-là émanent aussi des contre-vérités. Mais les gens qui sont subjugués ou sous l'influence de cette parole-là ne pensent même pas qu'elle puisse être interrogé. Donc pas tous. Je crois qu'il faut bien distinguer, et c'est valable autant dans la politique. Regardez, on a eu des élections. On a toujours des présidents qui balancent tout un tas de mensonges, de fausses promesses, et puis tout le monde qui croit à ces fausses promesses, qui vote pour eux, et puis voilà, qui les mettent là, et après, c'est rien du tout de tout ça. Donc, mais c'est pas tout le monde qui est dupe. Je veux dire que, vous voyez, c'est moi. Non, mais ça ne résout pas le problème, puisque les églises sont pleines. Les églises sont pleines. Mais dites-vous bien qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent à l'intérieur de ces églises. Parce qu'il y a des gens comme Jérémy qui portent une parce que le débat est ouvert, et même si nous, on nous ferme un peu les portes, on nous ferme un peu la parole, mais
on commence à devenir audible. Voilà. Et je pense que moi, par exemple, en tant que chercheur, enfin, dans la Bible et que croyant aussi, parce que je crois en un certain nombre de concepts, ça ne m'empêche pas d'aller dans les réunions des panafricains ou autres aussi, parce que je suis africain, et donc de m'informer de tout ce qui se passe, et même dans celles que l'évêque de la Martinique organise ou autre, pour savoir ce qui se dit. Parce que je pense qu'on ne peut pas penser un malade sans avoir entendu d'abord d'avoir entendu nous dire où il a mal. Donc, voilà. Oui. Mais et on arrête sur ce thème-là. Oui. Alors, ce que je voulais signaler, c'est que au début des années 80, on a eu l'Église dans la dynamique de la théologie de la libération. C'est ça. Et qui a justement... en Amérique latine et même aussi dans la Caraïbe, puisqu'on peut dire que le prêtre haïtien aussi a été dans cette dynamique. Ce qui veut donc dire qu'il essayait justement d'apporter une vérité sur justement la réalité de l'Église. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Absolument. Aujourd'hui, on est revenu au prédicat pratiquement de la colonisation, où l'Église était celle qui disait aux gens calmez-vous, ne vous inquiétez pas, soumettez-vous, et bien sûr le royaume des cieux est proche, et donc c'est vous bienheureux ceux qui sont les pauvres d'esprit. Ce qui veut donc dire que et puis soyez malheureux puisque vous serez heureux au paradis. Voilà, c'est ça. Donc il faut, par rapport justement à l'influence actuelle de l'Église, et c'est sûr que c'est l'état de la société qui fait que justement les gens ont besoin d'une parole qui est pratiquement, on va dire, guérissante et bienfaisante, et qu'ils trouvent dans l'Église, mais justement qui est basée sur le mensonge. Donc, et c'est justement la question du mensonge qui est au sein de l'Église. Ce sont les luttes idéologiques qui définissent. Parce que dans une Église évangéliste, il y a quelqu'un qui m'a dit, un pasteur qui m'a dit, heureusement qu'il y a eu l'esclavage, parce que c'est grâce à l'esclavage que les Noirs ont connu Dieu. Oui. Donc il faut, et c'est un pasteur qui me l'a dit. Et ils sont nombreux. Ce qui veut donc dire qu'il y en a beaucoup qui le disent, et c'est très récurrent. Donc, il faut être très prudent par rapport à cette offensive, cette nouvelle offensive de l'Église. Alors, sociologiquement, ça veut dire, pour les sociologues qui travaillent sur ces thèmes-là, à mesure que s'accroît la précarité, que nous sommes dans des classements de catégories qui étaient favorisés, que le chômage augmente, que l'anxiété sociale aussi, etc., que les gens ne voient pas de solution. On peut l'expliquer très bien aussi à la lumière de ce qui vient de se passer avec la Coupe du Monde. Même s'il y a des gens qui vont vous dire oui, le football. Non, il y a bien autre chose derrière ce phénomène, cette explosion, ce besoin de communier, de joie, de ci, de ça, et puis d'exorciser les vieux démons, de la peur du lendemain, etc. Donc sociologiquement, c'est clair que ce genre de phénomène, lorsqu'on revient à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la forme première de l'imposition du religieux dans la sphère, dans la vie sociale. C'est à cette forme-là qu'on revient, effectivement. Et l'Église vient dire ça, on n'a pas arrêté de dire ça boue, ça va péter, il y aura une révolution, il y aura ci, il y aura ça. Hop, on va arriver l'Église pour calmer le jeu et pour dire on va apaiser tout ça, on va proférer des paroles apaisantes, et puis on va dire aux gens de s'aimer les uns les autres, on va chanter comme eux, etc. Et on voit que ça marche parce que justement le peuple en désarroi a besoin d'un guide, et ce n'est plus le politique, et M. Jean-Marie va nous le dire très bien, ce n'est plus le politique qui joue ce rôle, on n'a pas d'autres instances qui se substituent mieux que que l'Église à ce besoin d'avoir un guide et de se dire on n'est pas seul, on n'est pas définitivement perdu, on ne sera pas à côté de ça, la misère sociale elle est là. Oui, mais je voudrais dire quand même, le concept de politique, lorsqu'on dit en fait que les politiques n'assurent pas, sont absents, pas du tout, c'est pas mon point de vue. La politique, c'est quoi ? C'est la maîtrise en fait de la relation entre les êtres humains. On est politique parce qu'on est capable, on a autorité pour prendre des décisions, capable en fait de relationner, d'imposer un type de relation entre les êtres humains, c'est ça, d'un domaine dans un autre. C'est ça la politique. Et en l'occurrence,
lorsque en fait on dit que les politiques en fait non, c'est pas vrai, puisque nous sommes dans une société et qui fonctionne, qui a une orientation et qui va vers quelque chose. Et il y a des lois qui sont prises. Donc la politique est là, est omniprésente. Et c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Je crois qu'il ne faut pas concevoir l'espace religieux de manière autonome. L'espace religieux est un espace politique nécessairement. Bon. Et parce que c'est un espace politique, il faut s'interroger à savoir est-ce que cet espace, donc ces autorités qui prétendent en fait relationner des collectivités, d'êtres humains, eh bien, est-ce que ces autorités-là sont en connivence ou pas avec des autorités, je dirais, supérieures au sens hiérarchique, avec l'État, avec les politiques élus, etc., etc. Et je dis oui, et c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Je dis en fait que je considère en fait à l'analyse que ces autorités religieuses ne sont que les bras armés des institutions. Et c'est pour cette raison que c'est pas on. Oui, non, mais le on, c'est l'État, ce sont nos politiques, ce sont les réseaux qui existent en fait, etc. Absolument. Et qui fomentent, qui organisent. C'est pour ça que j'ai dit que M. Jean-Marie allait nous en parler. Oui, c'est pour parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, tout à fait. Lorsqu'on croit que les politiques sont absents, ils sont omniprésents, mais ils procèdent autrement. Non, j'ai pas dit qu'ils sont absents. J'ai dit qu'ils ne sont plus. Non, ils ne sont plus dans leur rôle. Alors moi, j'interrogeais. Je voulais passer la parole à M. Jean-Marie pour qu'il ait le temps de nous dire. Donc, dans cet ouvrage qui s'appelle Grand Tiers, Grand l'Esprit, que vous avez sorti cette année, vous interrogez beaucoup, alors un certain nombre de concepts. Je ne sais pas bien à quel endroit vous avez vraiment défini le concept de démocratie. Je ne sais pas. Ce qui m'intéressait en tout cas, c'était de comprendre, ce besoin que vous aviez d'écrire ce livre, qui fait un état des lieux qui est, on va dire, très bien cadré dans la première partie de l'ouvrage. Et puis après, on est dans un ouvrage de communication, de développement personnel, etc. Ça bascule, pour moi, ça a basculé dans quelque chose qui est assez surprenant, mais qui fait partie probablement des questionnements des générations comme la vôtre, notamment. Ce que vous disiez tout à l'heure que vous êtes un citoyen lambda. Et dans votre présentation, vous dites quand même que vous avez appartenu à un parti politique. Donc vous avez été du dedans d'un parti politique que vous avez laissé et vous êtes dans une forme de rapprochement alors c'est pas peut-être un parti politique, c'est un collectif. Qui propose d'autres choses. Vous voulez vous exprimer là-dessus ? Oui, c'est le parcours d'un citoyen ordinaire qui, étant étudiant, a milité dans des associations d'étudiants, qui après s'est posé la question de l'engagement politique, donc qui a adhéré au Parti progressiste martiniquais, où j'ai milité pendant 8 années, et j'ai identifié selon moi quelques limites à cet exercice-là, et c'est pour ça que après j'ai initié avec Nathalie Joss un mouvement qui s'appelait donc Martinique citoyenne, qui s'est présenté aux élections de 2015 avec pour une logique avec comme slogan tout le monde c'est moun et nous toutes capables, parce que on estimait j'estime toujours que la démocratie telle qu'elle est organisée aujourd'hui est très très perfectible et qu'elle est un peu confisquée par une certaine classe de personnes et qu'elle n'est pas accessible aux citoyens ordinaires. Et puis j'ai eu l'occasion aux élections législatives de 2017 donc de soutenir la candidature donc de Marcelin Nadeau et de Christine Aliquet aux législatives dans la circonscription du Nord. Donc c'est un citoyen ordinaire qui s'engage, et qui prend position et qui s'exprime à travers donc des... Il n'y a pas là un certain papillonnage, non ? C'est normal ? Je ne sais pas si c'est un papillonnage, c'est un parcours, c'est un chemin. C'est un chemin et c'est une évolution. Et ce qui balise ce chemin-là, c'est le mode d'exercice du pouvoir.
très clairement. Moi, ma croyance, c'est que si on souhaite construire une Martinique collaborative et positive, qui est le sous-titre du livre, il faut absolument qu'on passe par une transformation des modes d'exercice de l'autorité, du pouvoir, et passer de façon synthétique du pouvoir, donc du mode de pouvoir de domination qu'on a bien connu ici en Martinique, donc du fait de notre histoire. Et c'est pour ça que je consacre une partie, la première partie consacrée à un rappel des grandes dates, des grandes étapes de notre histoire. Et pour moi, pour exercer un mode, donc le pouvoir de façon coopérative, passer de la domination à la coopération, il faut aussi que nous-mêmes nous transformons personnellement. Et c'est pour ça qu'il y a cette partie de développement personnel qui est un peu surprenante, mais parce que pour moi, c'est en articulant un changement dans l'organisation collective et dans le comportement individuel qu'on pourra construire cette communauté, lui donner corps pour construire cette communauté de façon collaborative, donc participative et positive. Alors, moi, je comprends la question du développement personnel. Elle est en plus très d'actualité. Je veux dire, beaucoup de gens se soucient des problématiques d'estime de soi, de confiance en soi et j'allais presque dire, de carrière individuelle sur le plan psychologique. Maintenant, ce qui me gêne, c'est... Alors, vous avez brossé un tableau de l'évolution de la société depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, en passant en intégrant l'extermination des Caraïbes. Donc vous avez montré, si vous voulez, étape par étape, de manière synthétique et claire, comment cette société-là a évolué, comment elle est inscrite dans l'arbitraire, dans la violence et dans le non-droit très souvent. Et une chose qu'on ne perd pas de vue, et à mon avis c'est central, c'est la place, la volonté plus qu'obstinée de la France, ou de la métropole si vous voulez, de garder la main et d'être celle qui définit le cap. C'est pour cela que la réflexion que je faisais tout à l'heure, c'était juste pour lui dire, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, les politiques. Je sais que l'Église est politique, je sais bien. Mais il y a quelque chose dans l'approche de M. Jean-Marie que je voulais qu'il clarifie lui-même, dans la mesure où l'État ne perd pas le cap. Et en même temps, on a l'impression, donc c'est l'assimilation. À tout casser, l'assimilation, et elle fait semblant d'adhérer à des demandes des populations d'ici, alors comme l'assimilation par exemple, alors qu'en réalité c'est elle qui fixe le cap et c'est elle qui dit où est-ce qu'on va, comment on va et qui, pour ne pas perdre la main, vous le montrez très bien, va déverser des quantités, enfin des subsides, va utiliser l'arme de la cistana, mais elle va l'user jusqu'à la corde pour garder la main, au point qu'on va même parler dans cette artificialité d'un PIB qui dépasse celui de la Caraïbe, de ci, de ça, alors qu'en réalité, c'est de l'argent, ce sont des transferts publics, des transferts, puisque vous avez bien mis l'accent sur le fait qu'on ne produit rien, ou alors si peu. Donc on est dans un mensonge qui est institutionnalisé et qui fait que l'État est celui qui guide, qui dirige, qui oriente et qui garde la main. La question qui m'apparaissait importante, c'est comment vous appréhendez la place des hommes politiques de nos hommes politiques dans cette espèce de panier à crabes. En fait, pour moi, c'est quelque chose où on joue beaucoup sur, à mon avis, peut-être l'idée qu'on se fait de nos élites, de notre élite politique, qui est qu'elle est incapable de comprendre la politique, et à ce moment-là, on peut lui faire quoi, les laisser quoi, ou ces élites qu'elles font
elles ont la liberté. Quand on dit Césaire va ramener la loi, c'est faux. Si vous avez lu La famille coloniale de Burton, il vous a montré qu'en 1789, la question de qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là est posée. Et c'est l'assimilation. Et les laisser d'abord en esclavage et assimiler. Et pourquoi on a ces discours-là? Continuer à dire qu'on a du pouvoir quand ça n'est absolument pas le cas. La métropole n'a jamais lâché un demi-millimètre de son pouvoir. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Et quand vous avez commencé à parler de mon développement personnel, je me suis dit, dans quel cadre vous le faites? Alors, c'est dans le cadre, en fait, quand je parle du développement personnel en l'articulant au collectif. Parce que ma perception, mon analyse, c'est qu'aujourd'hui, l'action publique, l'action politique menée par les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques en Martinique, selon moi, manque de sens. Sinon celui de poursuivre l'assimilation sans cesse et sans cesse. Jusqu'au bout, oui. Et ce que moi je souhaite, c'est qu'on puisse donner un autre sens à l'engagement politique. Et ce que moi j'identifie comme priorité, c'est d'activer, de cultiver le potentiel de création et d'action des individus. Que pour moi, ça devrait être... Mais dans quel cadre vous le posez? Alors, ça devrait être pour moi la priorité, puisque dans le cadre donc de la formation d'une communauté martiniquaise consciente et capable de justement tracer son propre chemin. Et selon moi, on ne peut pas constituer une communauté si les individus eux-mêmes ne sont pas aguerris et correctement individués. Donc je parle d'individuation. Donc c'est comment justement un individu arrive à une certaine autonomie de pensée, autonomie d'action, qui lui permet d'avoir conscience à la fois de ses capacités, mais aussi de son interdépendance, avec les personnes qui l'entourent, donc sa communauté, interdépendance avec ce qui s'est passé avant, donc ce que ses ancêtres lui ont laissé, et ce qui va se passer aussi après, et interdépendance aussi avec l'écosystème qui l'accueille. Et pour moi, le fait de faire émerger un individu capable de mobiliser ses capacités de création et d'action, c'est pour moi une des conditions pour la construction d'une communauté consciente qui va choisir sa vocation, ce qu'elle veut apporter à l'humanité, qui va choisir les valeurs qui vont permettre d'apporter cela à l'humanité, une communauté qui va choisir ses priorités d'action. Et aussi donc bien sûr savoir où on va investir nos ressources. Mais je ne suis pas contre l'idée qu'il faille du développement personnel, puisque c'est le parent pauvre de notre socialisation. Nous n'avons jamais appris à entrer en nous-mêmes, etc., à explorer notre intériorité et à sortir du cadre concurrentiel et compétitionnel dans lequel on nous oblige à évoluer. Donc c'est en tenant compte de l'impact de ce cadre sur nous, sur nos formatages, et notre vision qui est quand même assez carrée, assez orientée dans cette direction-là, que je me posais la question de comment ce que vous proposez, qui est d'abord une sorte d'hygiène personnelle, comment cette hygiène-là peut s'exprimer, peut être avoir, si vous voulez, de l'efficacité dans un cas, dans un contexte où d'abord l'assimilation est poursuivie par un rouleau compresseur qui est que de plus en plus, mine de rien, on évolue, chacun a ses droits, ses devoirs, on est en démocratie et on voit bien, d'ailleurs j'ai un texte ici, la France n'est pas une démocratie, l'assimilation dans une France qui n'est pas une démocratie, votre recherche de la démocratie, votre quête d'un environnement, d'un modèle qui serait démocratique, qu'on est très loin d'avoir atteint, et puis cette manière que vous avez aussi de chercher, moi, comme notre intention c'était d'interroger l'évolution de notre société, je trouvais intéressant d'inviter quelqu'un, parce que très peu des nôtres écrivent sur l'état de notre société, d'inviter quelqu'un qui pense, qui a essayé de penser
un cadre pour nous faire sortir du marasme actuel. Donc vous l'avez pensé de manière pour moi tout à fait réformiste, et encore, même en réformant le cadre dans lequel on est, on va avoir beaucoup de mal à y mettre des individus qui s'épanouiraient comme vous le souhaitez. Donc ça, pour moi, c'est un projet ça ne veut pas dire qu'il ne tiendrait pas la route, mais il faut, à mon avis, le faire intégrer toutes les dimensions, les contraintes et surtout la volonté absolue de la France de nous maintenir sous sa coupe. Et là, vous ne dites pas d'ailleurs pourquoi elle veut être elle veut qu'on reste sous sa domination, ce qui expliquerait beaucoup les enjeux de l'assimilation. Et les enjeux de l'assimilation ne sont pas posés. Maintenant, j'ai un petit reproche à vous faire. Je suis très étonnée parce que vous avez cité des gens qui vous ont inspiré et vous nous proposez un modèle finalement de société et vous n'avez pas un auteur martiniquais. Il y a des sociologues, je ne dis pas Esmeralda, je n'oblige personne à lire Esmeralda, mais il y en a qui ont écrit sur la situation de la Martinique. Il y a des anthropologues, il y a des juristes, il y a des civilisationnistes, enfin tout ce que vous voulez. Et vous avez... Alors je me suis dit, on est dans l'assimilation réussie. Alors, toutes vos références sont d'ailleurs de France ou d'ailleurs. Non, on peut pas dire ça. Enfin, il y en a une ou deux peut-être d'ici. Il y a quand même des références à François Fanon, à René Ménil, à Aimé Césaire. Des citations, des petites citations. Mais qui sont pas des analyses. Qui ont leur poids, je pense. Et oui, mais je suis ouvert. Moi, je dis toujours aux lecteurs et lors des présentations, moi, je suis ouvert à ce type donc de remarques, de suggestions. Et je dis souvent, là, cette production-là est par essence inachevée. Oui. Et pour moi, c'est un prétexte, très clairement, pour rentrer en relation avec les autres, avec les membres de ma communauté martiniquaise. Et c'est pour ça que je présente ce livre-là aussi, donc à tous les partis politiques, à tous les gens qui structurent je dirais notre société. Et parce que si je ne suis pas un chercheur, je suis un cherchant. Et donc, moi, je serais heureux de recevoir donc des suggestions d'auteurs. Donc, moi, j'ai lu Esmeralda, j'ai lu le livre Résilience ou Manipulation. Et ce que moi, je pense, c'est que nous sommes aujourd'hui à une époque où on doit pouvoir mobiliser notre capacité à inventer, à sortir de la route tracée donc de l'assimilation. Et il faut qu'on puisse... On le fait déjà. Oui. On le fait. Mais il faut qu'on puisse... Mais systémiquement, ça ne produit rien. Parce qu'on n'est pas dans un cadre qui permette que ça... Je ne sais pas. Mais je ne sais pas si en interne, en fait compte, nous, citoyens et nos responsables politiques, si nous mettons tout en œuvre pour inventer collectivement un nouveau modèle et une nouvelle façon de penser et une nouvelle façon de se projeter de façon collective et positive dans l'avenir et dans le monde. D'accord. Voilà. Alors, on me fait signe qu'il faut arrêter l'émission. Je vous donne c'est dommage, mais je pense qu'on reviendra là-dessus. Déjà oui, parce qu'on a commencé en retard et ils ont une émission en direct après. Je vous donne vraiment quelques secondes à chacun. On va terminer parce qu'on m'a demandé là de le faire. Maintenant, si vous voulez, on va refaire, on va continuer à discuter parce qu'il y a j'ai beaucoup de choses moi à vous dire. Hein. Je suis preneur. On va revenir. Une toute petite question. Quand tu dis citoyen, je m'interroge. Ça veut dire quoi? Je m'interroge. Citoyen de quoi? Dans quel cadre? De quelle cité? De quel état? Je ne comprends pas. Citoyen martiniquais, ça veut dire que tu penses que tu as une spécificité. Non, ça n'existe pas. Citoyen Martinique n'existe pas. Voilà. Donc cette notion de citoyenneté, ça ne veut rien dire. Excuse-moi. Non, mais moi je suis d'accord. Ce qui veut donc dire que ça m'interroge, parce que quand vous dites vous êtes un groupe de citoyens, de gens, je ne comprends pas.
Alors, donc, cette question-là seule. Mais il dit, je suis un citoyen lambda. Un citoyen lambda. On revient là-dessus, Dominique. Oui, alors là, ce que je dirais, et c'est en relation avec ce que Milka vient de dire. Oui. Lorsqu'on parle d'assimilation et on dit en fait que c'est un projet étatique, il faut savoir en fait que c'est d'abord et avant tout une institution, un statut juridique. L'assimilé, c'est le statut d'affranchi. Donc la chose est très concrète. Je veux dire que si on est assimilé, ça veut dire qu'en fait qu'on est issu d'une civilisation initiale que l'on dénie. Et on l'a dénié comment? En nous créolisant, c'est-à-dire en nous intégrant, comme je le disais, dans un autre paradigme où il est institué qu'il nous est interdit de pratiquer notre civilisation. Et donc cette civilisation, il faut la dire, et on n'aura pas le temps de la dire. La deuxième chose que je voulais dire... Mais M. Jean-Marie nous propose un modèle, mais il n'a pas mis de cadre juridique, il n'a pas mis de cadre institutionnel, mais il a mis la personne humaine au centre. Mais ça ne peut pas faire, parce que la personne humaine, elle est socialisée dans un environnement. Et puisque, en fait, il s'agit de vaincre l'assimilation, autrement dit, le concept d'assimilation renvoie à l'existence préalable d'une civilisation que l'on conteste. Absolument. Donc il faut la connaître, il faut la nommer, il faut la faire émerger. Et puis, donc, ça c'est une chose. Et parce qu'on parle d'assimilation toujours, ça signifie que cette civilisation contestée, niée, parce qu'elle est une civilisation, a une organisation juridique propre, une structure juridique propre, une manière en fait de s'organiser à une structure, et donc sociétale, etc. Et donc, par conséquent, que dans ce paradigme civilisationnel, nécessairement, dans cet espace que l'on prétend civiliser, nous avons un statut précis qui n'est pas le même nécessairement que celui qu'on a dans l'autre. Donc là, c'est des choses très concrètes. Et on est dans un rapport de domination. Une civilisation domine une autre. Voilà. Et là, donc il faut la faire émerger. Pour terminer, juste une dernière chose encore. Tu disais, en fait, et je vois, en fait, là, l'impact de la colonisation, l'impact de l'assimilation. Tu disais, en fait, par conséquent, en fait, qu'il faut qu'on élabore quelque chose, en fait. Mais on ne peut pas, c'est ce que je dis, on ne peut pas dire, en fait, qu'on combat l'assimilation en élaborant du nouveau. À partir de l'assimilation. C'est la réappropriation de ce... Sinon, on valide l'assimilation et on va ailleurs, mais où ça veut dire qu'en fait, on renonce à soi-même. Et là, en fait, c'est pas le cas, c'est pas la dynamique de la civilisation. Se développer dans un cadre qui vous atrophie, qui vous boit, c'est... pas chailler de l'eau en poignée. Et on termine voilà, parce que c'est un peu ce que disait Juliette tout à l'heure, c'est-à-dire que on produit, on produit beaucoup, mais ça ne mène à rien. Alors pourquoi il y a la question effectivement d'unité. Quand tu parlais de développement personnel, jusqu'où ça va, jusqu'où ça doit aller justement pour être porteur. Et je pense, j'évoquerai deux mots, donc l'amour. Donc l'amour fraternel, je dirais, et puis la conception que donne Jésus dans la Bible quand il dit « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse ». Donc je veux dire que pour moi ça c'est la base effectivement qui fait que tant qu'il n'y a pas ça, tout va coincer. C'est-à-dire que à tous les étages, je veux parler de l'Occident vis-à-vis de nous. Il n'y a pas d'amour, donc ils vont toujours chercher à nous purger, à nous. Bon, je veux parler également entre nous justement, entre les partisans de ceux qui sont pour l'assimilation et de ceux qui veulent sortir je dirais. Donc, tant qu'il n'y a pas cet amour, on peut pas aller plus loin. Et puis après, il y a aussi la question de justice et puis de compréhension des choses, c'est-à-dire qu'effectivement de poser les choses sur de bons fondements, c'est-à-dire sur des vérités essentielles qui nous concernent, et donc de construire sur ces concepts-là de la connaissance, de la vérité, de la justice et de l'amour. Il nous oblige à terminer. Donc, chers amis téléspectateurs, vous voyez, nous sommes obligés d'interrompre l'émission. On a encore beaucoup de choses à vous dire sur le sujet. On voudrait revenir sur l'ouvrage de M. Jean-Marie, parce que moi-même, j'avais beaucoup de choses à faire remonter. Grand Tiers, grand l'esprit, si vous voulez le lire, voilà, faites-le. Et puis, passez un bon mois d'août. Et puis, nous nous retrouvons à la rentrée
pour continuer à discuter, parce que le projet aujourd'hui, c'était de faire un état des lieux de notre société, des idées, des impasses dans lesquelles nous sommes, qui donnent le sentiment que notre société est en crise. Et elle est en crise, mais pourquoi? Peut-être que les arguments, les analyses qui sont faites sur elle n'ont d'autre but que de cacher la vérité aux citoyens, si tant est que nous en sommes. Et donc, nous allons continuer à réfléchir pour vous aider peut-être aussi à voir un petit peu plus clair dans ce schmilblick. Merci d'avoir été là et puis à bientôt.